Bonjour à tout le monde. Je suis Michèle Custot et je suis la vice-présidente de l'association La Vigie de l'eau, qui est une association d'éducation à l'environnement et d'éducation à la démarche scientifique. C'est la Vigie de l'eau qui a organisé ce visio-chat. Alors, pourquoi un visio-chat sur la bioéconomie? C'est un concept dont on parle beaucoup actuellement, mais souvent sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Il y a d'ailleurs plusieurs acceptions possibles. Alors, on va d'abord voir un peu qui intervient dans ce visio-chat. On a d'abord deux chercheurs, Lucille et Valentin, qui vont se présenter rapidement successivement. Bonjour à tous, je suis Lucille Godard, je travaille chez Agrotransfert Ressources et Territoires, qui est une association qui fait du transfert de connaissances entre la recherche et les acteurs du terrain agricole dans les Hauts-de-France. Et je travaille plus particulièrement sur un projet qui a pour objectif de favoriser l'essor des filières de la bioéconomie dans les Hauts-de-France. Et donc, bioéconomie, on va vous présenter ce que c'est, par la signification et l'idée qu'il y a derrière dans cette présentation. Bonjour à tous, moi c'est Valentin, donc je suis doctorant en économie forestière au BETA, c'est le Bureau d'économie théorique et appliquée, anciennement laboratoire d'économie forestière. Et c'est un laboratoire qui est sous tutelle INRAE, pour ceux qui connaissent cet institut, donc c'est l'Institut national de recherche en agronomie et pour l'environnement, donc nouveau nom version 2020. Et mes sujets de recherche portent essentiellement sur la modélisation de l'économie mondiale du poids. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de bioéconomie aujourd'hui? C'est parce que avant de commencer ma thèse, j'étais en poste d'ingénieur de recherche sur des thématiques d'implantation de bioraffineries en région Grand Est. Et donc, ça m'a amené à parler de plein de sujets type biocarburant, mais aussi bioéconomie. Et voilà. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je viens vous parler aujourd'hui. Voilà. Et puis, ce visio-chat ne pourrait pas avoir lieu sans l'appui de Claude. Claude, tu te présentes ainsi que ta structure? Oui, bonjour. Alors, je suis Claude Rorat du pôle de visioconférence de l'Académie de Montpellier. Je travaille avec Frédéric Voilet. Et voilà, nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois pour ces visio-chats, comme les appelait Gaëtan Cambra. Ouais. Et voilà, en espérant que ces rencontres suscitent de nombreuses vocations chez nos élèves. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc des étudiants en BTS gestion forestière deuxième année, dans le lycée agricole de Mirecourt, dans les Vosges. Et avec votre enseignant notre enseignant Jean-Michel Escura. Voilà. On est heureux d'être avec vous. Alors, je pense qu'on va maintenant pouvoir laisser la parole à Lucille et Valentin. Donc aujourd'hui, on vous parle de la bioéconomie. Alors, en effet, Michel l'a déjà un peu introduit. C'est un concept qui est très à la mode, que vous allez retrouver dans énormément de politiques publiques. Lucille vous en parlera après. Qui est à l'origine de nombreux projets de développement de territoire, de développement à des échelles nationales, de développement à des échelles européennes et internationales. On vous propose d'explorer ça aujourd'hui un peu plus en détail. Du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme petit plan d'intervention, c'est d'abord voir ce que c'est la bioéconomie et surtout quels sont les enjeux qu'il y a derrière la bioéconomie. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de bioéconomie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pense que peut apporter la bioéconomie? Et ensuite, pour rendre un peu tout ça concret, parce que la bioéconomie, on va le voir, ça consiste à valoriser de la biomasse agricole ou forestière, etc. On va vous donner des exemples, illustrer un peu ce qu'on peut faire avec cette biomasse et qui peut paraître un peu nouveau, ou pas forcément nouveau, mais en tout cas, quelles peuvent être les valorisations possibles pour la biomasse, en essayant vraiment d'illustrer tout ça. Puis après, on ira un peu plus loin pour voir quelles sont les notions qui se cachent derrière les bioéconomies et quels sont un peu les éléments souvent clés qu'on essaie de promouvoir au travers de la bioéconomie. Et enfin, on reviendra un peu sur construire ces filières de la bioéconomie, qu'est-ce que ça nécessite, quelles questions ça pose, et dans un peu les questions aussi scientifiques qui peuvent se poser derrière tout ça. Tout d'abord, bioéconomie et définition des enjeux. Donc c'est moi qui me charge un peu de vous parler de l'origine du concept et de sa définition. Alors bioéconomie, si on fait un peu d'étymologie, vous voyez que c'est un peu un mélange entre deux mots.
Il y a d'une part la biologie et d'autre part l'économie. Et donc on mélange ces deux termes. Ça donne un mot en français qui est bioéconomie, qui est pas si facile que ça en fait à définir. Hein. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que c'est la bioéconomie, peut-être que quelqu'un va réussir à donner la définition qu'a donnée Lucille, c'est-à-dire une économie basée sur la biomasse, mais c'est pas si évident que ça. Et alors ce qui est marrant, c'est que en français on va avoir un seul mot, alors qu'en anglais il y a deux mots qui se rattachent à ce concept un peu large. Vous avez le terme bioeconomics ou bioéconomie. Et en fait, vous allez voir que en français, notre terme de bioéconomie va se rattacher à plusieurs concepts, en fait, à vrai dire deux concepts, alors que les Anglais font directement la distinction entre les deux concepts. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller explorer le premier des termes, le bioeconomics. Si tu peux passer, Lucille. Merci. Alors, en fait, bioéconomics, c'est le premier historiquement qui va sortir. Le concept de bioéconomie, donc si je prends le terme français, le terme anglais bioeconomics, ça naît dans le monde académique avec ce monsieur. Alors j'espère que je vais bien le prononcer parce que je suis pas très bon en roumain, parce que ce monsieur est roumain. Donc c'est Nicolas Georgescu Roegen qui va poser les bases en fait du concept. Donc dans le milieu des années 70. Alors en fait c'est un monsieur qui avait beaucoup d'idées, hein, un économiste roumain, qui lui, en gros, trouvait que l'économie, alors là, je vous fais un petit premier point qui est très épistémologique, hein, donc c'est-à-dire vraiment très ancré dans les disciplines. C'est pas très important si vous mettez ça de côté, parce que c'est pas le cœur de notre exposé, mais si vous voulez, l'économie qu'on a aujourd'hui, l'économie classique, néoclassique, c'est une science qui s'est beaucoup inspirée de la mécanique en physique. Si vous avez fait de la mécanique en physique au lycée, ou même si vous en refaites maintenant, voilà, ça s'est beaucoup inspiré de la mécanique. Et lui, il disait que c'est un peu bizarre de se baser sur la mécanique, il faudrait mieux se baser sur la biologie et la thermodynamique pour décrire ce que c'est l'économie. Et il a fait plein de parallèles. Par exemple, un parallèle qu'il a, lui, entre la biologie et l'économie, c'est que en biologie, vous avez des mutations qui vont faire évoluer le vivant. Et en économie ou dans nos sociétés, on a de l'innovation, qui est pareil. C'est l'équivalent d'une mutation, mais pour nos sociétés. Donc, il propose ça. Donc ça, c'est vraiment très disciplinaire. Hein. Voilà, c'est pas très important si vous mettez ça de côté. Mais il proposait en fait un nouveau paradigme pour la science économique. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est que c'est un des premiers à mettre sur le devant de la scène que nature et activité économique humaine sont interdépendantes. Et ça, à son époque, c'était assez révolutionnaire. C'est-à-dire, on parlait pas encore de développement durable, d'économie circulaire, tout ça, on n'en parlait pas. Et c'est son concept de bioéconomie qui va générer ce genre d'idées dans le débat public, avec notamment aussi, si aujourd'hui vous entendez peut-être parler aussi de décroissance, Nicolas Georgescu Roegen, c'est un des premiers qui parlait de cette idée de décroissance, qu'on peut pas croître à l'infini dans un monde où les ressources naturelles sont fixes. Alors, ça c'est le concept de base, années 70, et vous voyez que la définition que vous a donnée Lucille, elle est un peu éloignée, donc ça je vais laisser Lucille parler après, mais c'est un concept qui a beaucoup évolué et qui a été approprié par les politiques publiques, et là, du coup, la notion va changer un petit peu. Je laisse Lucille en parler. Du coup, voilà, l'idée vraiment de la bioéconomie, comme on va l'entendre par la suite, c'est que la bioéconomie, c'est l'usage de biomasse agricole, forestière ou même marine. Donc, en fait, la biomasse, c'est ce qui va fonctionner par la photosynthèse, en gros, qui croît parce que ça capte de la lumière, voilà, et qui va être utilisé soit à des fins alimentaires, bon là, assez classique, soit à des fins non alimentaires. Et là, c'est ce qu'on va vous illustrer un peu dans la seconde partie. Donc, c'est vraiment ça l'idée de la bioéconomie, c'est l'utilisation finalement du vivant, de la biomasse, pour un usage alimentaire ou non alimentaire. Et ce concept est de plus en plus promu d'un point de vue politique, comme le disait Valentin. Et par exemple, il y a une stratégie à l'échelle européenne qui promeut la bioéconomie. Il y en a également une stratégie bioéconomie pour la France qui se décline en plan d'action. Et puis, les régions, certaines régions plus avancées que d'autres d'ailleurs, en France, ont également pris en main, on va dire, ce sujet pour le promouvoir sur leur territoire. Donc, les grandes régions qui sont assez pas forcément pionnières, c'est pas forcément le mot, mais plutôt vraiment force vive sur ce sujet sont Grand Est et la région Hauts-de-France qui font pas mal de travaux là-dessus. Et
la question c'est ok, bon, il y a plein d'acteurs publics qui se disent c'est chouette, qui font des plans, qui font des stratégies. Pourquoi? Eh ben, parce qu'en fait, on pense que la bioéconomie a plusieurs intérêts. Donc là, c'est un peu les enjeux qu'on met derrière la bioéconomie ou les acteurs publics en se disant, c'est pas mal de promouvoir la bioéconomie parce que ça va nous servir à trouver de nouvelles valorisations de biomasse. Donc à la fois avoir une expertise, enfin des travaux de R&D qui vont nous rendre toujours plus compétitifs et aussi, donc il y a ce premier avantage de comment est-ce qu'on valorise la biomasse pour de nouveaux débouchés. Ça va aussi permettre à des industriels d'avoir à proposer des nouveaux produits. Donc, de nouveau, une idée de compétitivité, d'innovation. Et ça peut également permettre aux agriculteurs, aux sylviculteurs d'avoir des nouveaux débouchés. Donc, on se dit que ça peut être gagnant à la fois pour les producteurs de la biomasse et ceux qui vont la valoriser. Et il y a également l'idée que cette valorisation de biomasse, vu qu'on stocke de la biomasse elle-même stocke du carbone, donc on va permettre un stockage de carbone dans les produits. Et ce stockage de carbone, d'un point de vue environnemental, à l'heure où on parle beaucoup de gaz à effet de serre et de l'impact sur le dérèglement climatique, a une importance. Ça, c'est le premier point. Donc, on se dit que ces nouvelles valorisations de biomasse, ça peut répondre à des enjeux économiques, des nouveaux débouchés, des nouveaux produits, des enjeux sociaux, parce que il y a l'idée de lien entre les acteurs, de nouveaux produits et environnemental. Promouvoir la bioéconomie, c'est aussi un peu miser sur une nouvelle organisation des filières et se dire que, en fait, ces filières de la bioéconomie, il y a plusieurs modèles de bioéconomie possibles pour créer ces filières, mais un qui est pas mal promu finalement par les politiques publiques, c'est de se dire que développer la bioéconomie, ça va être aussi l'opportunité de localiser les filières de valorisation de biomasse au sein des territoires qui produisent la biomasse. Donc en fait, on se dit que la bioéconomie peut être un moyen pour dynamiser des territoires ruraux en particulier. Cette nouvelle organisation entre les acteurs, c'est aussi un moyen de faire entrer en synergie différents types d'acteurs. Les agriculteurs avec les industriels et les industriels qui sont pas forcément du domaine alimentaire. Et aussi les citoyens, les acteurs publics, etc. Donc c'est l'opportunité finalement, ces filières, ces projets de créer une dynamique sur un territoire. Et ça, les acteurs publics, ils sont à la recherche de cette dynamique sur un territoire. Et il y a également une autre idée qui est utilisée avec la bioéconomie, il y a un enjeu qu'on cherche à promouvoir derrière, c'est l'usage en cascade de la biomasse. On reviendra dessus après, mais c'est l'idée que la biomasse que je récupère par exemple dans mon champ ou dans ma parcelle forestière, je vais pouvoir avoir un premier usage avec, il va y avoir un coproduit que je vais pouvoir utiliser pour un nouvel usage, etc. Et donc ça nécessite de savoir se faire parler les acteurs entre eux et aussi d'avoir des liens logistiques concrets. Et ça, tout ça, c'est des enjeux industriels et sociaux. Donc, de nouveau, la bioéconomie peut permettre de nouvelles organisations de filières qui peuvent, elles aussi, répondre aux enjeux de notre temps. Et enfin, promouvoir la bioéconomie pour les acteurs publics, c'est aussi proposer une alternative aux ressources fossiles. Donc, dans un premier temps, c'est pas forcément balayer les ressources fossiles comme on n'a jamais eu besoin des ressources fossiles. Maintenant, on fait de la biomasse et on en fait avec tout. Non. C'est proposer une alternative, donc qui va se développer en parallèle dans un premier temps, puis un jour, on espère, pourra se substituer, au moins en partie. Du coup, c'est l'idée que développer la bioéconomie, c'est une possibilité de diminuer la consommation en ressources fossiles et aussi permettre par exemple à la France ou à d'autres nations européennes qui n'ont pas forcément accès directement sur leur sol à ces ressources fossiles, d'avoir des alternatives et donc avoir une plus grande autonomie. Donc vous voyez derrière la notion de bioéconomie, juste l'idée de valoriser de la biomasse à des fins alimentaires et non alimentaires, on peut finalement on a l'idée derrière de répondre à plein d'enjeux dont on entend parler un peu tous les jours. Donc maintenant, on vous dit, voilà, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec de la biomasse? Comment est-ce qu'on peut valoriser de la biomasse, qu'elle soit alimentaire ou forestière, à des fins en particulier non alimentaires?
ce que je vous le disais tout à l'heure en présentation, c'est l'idée que donc la biomasse, elle peut être utilisée à des fins alimentaires et non alimentaires. Alimentaire, ça peut être humain ou animal, donner du fourrage à des bêtes, jusque-là tout va bien. Mais il peut y avoir également un usage non alimentaire. Et non alimentaire, on va souvent le mettre en 3 grandes catégories, qui vont être l'usage en chimie de la biomasse, dans les agromatériaux, ou encore sous forme d'énergie. Nous, on va regarder plutôt ici, comment on peut utiliser de la biomasse en chimie pour faire des agromatériaux ou bien en énergie. Et on va successivement vous présenter à la fois pour les ressources agricoles et pour les ressources forestières. Parce qu'on se dit que alimentaire, a priori, vous avez à peu près une idée de comment est-ce qu'on peut utiliser de la biomasse pour cet usage-là. Alors par exemple, si on commence avec les agromatériaux, il y a plusieurs cultures, telles que la culture de lin, la culture de chanvre, ou bien encore le miscanthus, et plein d'autres, qui peuvent être utilisés pour faire des agromatériaux. Des agromatériaux, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, on va trouver une guitare qui a la caisse de la guitare est là est faite avec du lin, avec la fibre de lin qui va être utilisée. On peut également avoir des bottes en chanvre. D'ailleurs, j'ai le petit format de ces bottines, elles sont très très bien. Où vous avez en fait une matrice pour ces bottes, c'est du chanvre qui est utilisé pour renforcer le plastique, et le plastique est à base lui de pneus recyclés. Donc là, on a l'idée que la bioéconomie, c'est une valorisation de la biomasse, mais des fois il y a aussi des ressources non renouvelables qui vont être employées dedans. Et c'est souvent aussi la question derrière de savoir quand est-ce qu'on dit que c'est vraiment de la bioéconomie ou pas. Est-ce qu'il faut un certain seuil de biomasse pour dire que ce produit est bien issu de la bioéconomie? Et ça, c'est d'autres débats. Et là, je sais pas si vous savez ce que c'est. D'habitude, je le fais deviner, mais bon là, je vais vous donner directement la réponse. Ce sont des agrafes de vigne qui sont utilisés pour attacher la vigne, les serments de vigne, pour les attacher dans les vignes, quoi. Et l'avantage de celle-là, c'est que d'habitude, on utilise des agrafes, mais en fer, quoi. Et sauf que ça tombe tous les ans, et donc ça reste dans le sol et ça se dégrade pas. Alors que celles-ci, elles sont en amidon, et du coup, elles sont conçues pour durer 1 an, donc elles font leur rôle pendant 1 an, et quand elles tombent au sol, elles peuvent se dégrader sans apporter une pollution extérieure au sein de la parcelle. Donc voilà un peu des exemples de valorisation en agromatériaux de biomasse. Donc on voit que ça peut aller du secteur du BTP à l'habillement, au loisir, ou bien pratique pour des outils métiers. En termes de chimie, la chimie, là, je pense qu'on se rend pas souvent compte en fait des petites molécules qui sont utilisées dans les produits du quotidien, par exemple dans un gel WC, dans du dégrippant ou dans une crème pour rendre votre peau splendide. Là, en fait, en chimie, on va extraire des molécules d'intérêt au sein de la biomasse, de la même manière qu'on extrait les molécules d'intérêt au sein des ressources fossiles, par exemple du pétrole, pour une valorisation en chimie. Et donc là, l'idée, c'est, par exemple, de la betterave, prendre la petite molécule qui nous intéresse pour faire un produit en chimie. Et enfin, on peut également avoir une valorisation de la biomasse sous forme énergétique. Là, la valeur ajoutée, elle va être moindre que si on était en utilisation en chimie ou en agromatériaux. Et c'est par exemple la paille, des cultures qu'on appelle biomasse. Donc c'est par exemple tout ce qui est culture intermédiaire à vocation énergétique, ou les doubles cultures, ou encore de nouveau des cultures pérennes qu'on peut mettre sur des parcelles agricoles telles que le miscanthus ou le sol en taillis à très courte rotation, qui peuvent être valorisées en méthanisation ou en chaudière, ou d'autres possibilités également, mais voilà les principaux débouchés. Donc voilà, c'est pour vous montrer en fait avec une ressource, on peut souvent faire plein de choses, ou avec les différentes ressources de biomasse, on peut avoir différentes valorisations alimentaires, certes, mais aussi agromatériaux, chimie et énergie. Je laisse Valentin nous présenter pour la forêt.
Bon, Lucie elle vous a présenté le cas plutôt agricole. Alors c'est vrai que pour le cas agricole, on a tendance d'abord à penser alimentaire et après penser à usage non alimentaire. Pour le bois, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire on n'a pas tendance à manger du bois non plus, euh, même s'il y a de la recherche qui est faite dessus. Non, quand on dit bois, les gens vont directement penser aux matériaux bois. Donc là, c'est plutôt la colonne de gauche que je vous montre. Forcément, les gens vont penser aux meubles. Alors là, vous avez également de la lutherie pour faire tous les instruments de musique, notamment. C'est un exemple plutôt d'un marché de niche qu'on peut utiliser pour le bois, mais à très haute valeur ajoutée. Et puis la charpente avec tout le monde a entendu l'histoire des trois petits cochons avec une maison en bois, donc tout le monde sait qu'une maison ça peut se faire en bois, voilà, quelque part. Ça c'est les usages, on va dire, qui viennent naturellement dans la tête d'un Français moyen, quoi. On va dire ça comme ça. Il y a quand même des oublis souvent, c'est-à-dire si je m'étais déjà amusé à faire des sondages à des salons, ce genre de choses sur les usages du bois. Et c'est vrai que le papier, typiquement, c'est quelque chose qui ne revient pas dans la bouche des gens. Les gens oublient que le papier, ça vient de la forêt aussi. Alors là, il y a des livres, mais bon, tout ce qui est papier hygiénique, carton, emballage aussi, ça fait partie. Ça fait partie de la filière. Là, sur la deuxième image, en dessous des cartons, vous avez une palette. Alors la palette, pareil, c'est aussi énormément de valorisation du bois en tant que matériau. Et la dernière image, c'est ces fameux panneaux particules, donc voilà, qui sont souvent utilisés à partir de, on prend des particules, les copeaux de bois, on les condense avec une sorte de colle ou on les condense sous un traitement thermique particulier. Ça vous fait des panneaux. Qui font tous les meubles Castorama, etc. Quoi. Voilà, et vous pouvez aussi utiliser ça du coup pour des histoires de placo, derrière le placo, etc. En combinaison avec de la laine de bois, etc. C'est assez intéressant pour l'isolation. Donc ça, c'est un peu l'usage qu'on a en tête. Le deuxième usage qui est plus nouveau, on va dire plus moderne en innovation, c'est l'usage chimique de la biomasse. Alors, si pour le cas agricole, avec la betterave de Lucille notamment, c'est très connu pour faire du biocarburant, le bois, c'est encore moins connu. C'est-à-dire, c'est vraiment des bioraffineries, des process de bioraffinerie qui sont en recherche et développement aujourd'hui. D'accord. Et on va dire que c'est plutôt des carburants dits de seconde génération. Enfin, vous avez cette distinction première génération, seconde génération. Seconde génération, il y a vraiment l'idée d'utiliser de la biomasse qui n'a pas un autre usage, c'est-à-dire que l'usage énergétique. Donc typiquement, le bois, vous mettez d'habitude à chauffer dans une cheminée ou ce genre de choses. C'est plutôt la slide d'après, mais bon, je spoil un petit peu, désolé. Là, on peut peut-être l'utiliser pour faire un produit à plus haute valeur ajoutée, typiquement du biocarburant. Donc, vous prenez des déchets de bois, de la sciure, des copeaux, vous pouvez prendre aussi des bois de premières éclaircies, vous pouvez prendre du bois de chauffage qui est pas valorisable d'une autre manière que du chauffage, du BE, bois énergie. Vous mettez ça dans la bioraffinerie et la bioraffinerie vous sort des molécules à haute valeur ajoutée et du biocarburant. D'accord ? Donc ça, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Comment on fait pour augmenter la valeur ajoutée d'un produit qui a priori n'en a pas, c'est-à-dire le BE. Et donc là à droite, je vous illustre typiquement le genre de projet qui est mis en place. Voilà, du coup c'est un projet qui est instauré dans le Grand Est, à l'INRAE de Champenoux, sous la direction de Francis Collin, qui est le monsieur sur la gauche. Et l'idée de Francis, c'était, attendez, on a plein de nœuds et de bois inutilisables, comment on fait pour valoriser ça en quelque chose qui a beaucoup de valeur ajoutée? Donc là, au milieu, vous avez une petite molécule qui est extrait des nœuds qui sont sur la droite, donc les nœuds que vous mettez d'habitude dans la cheminée, on va pas se mentir. Et cette molécule-là, ça peut être utilisé pour faire des parfums, pour faire de la cosmétique, pour faire de la pharmaceutique. Donc ça, forcément, les boîtes qui achètent ces molécules derrière, elles sont prêtes à le payer à prix fort. Donc, développement chimique, très à la mode et encore en recherche en développement, mais qui laisse présager un très bel avenir pour des bois qui, jusqu'à présent, étaient pas valorisés. C'est ici. Et la dernière utilisation, alors qui vient aussi dans la tête des gens, c'est-à-dire quand on dit bois, les gens pensent à la cheminée, et bon voilà, vous êtes dans les Vosges, vous savez que le bois énergie, les gens, les Vosgiens, si je prends cet exemple-là, ils aiment bien faire leur bois de chauffage en hiver dans les affouages des communes. Voilà. Et ça, c'est vrai que la consommation de bois bûche, c'est une des très grosses consommations qui est difficile à estimer, c'est une des plus grosses consommations de bois en France. Donc forcément, le bois énergie, l'utilisation énergétique, elle est à l'esprit des gens, mais vous avez des méthodes un peu plus raffinées pour faire de l'énergie. Donc là, juste en bas, vous avez des pellets granulés. Donc c'est un produit qu'on fait notamment à partir de sciures. Donc ça, c'est des scieries qui aiment bien vendre leurs sciures à des entreprises ou qui ont une sous-unité directement. Si vous allez voir Siad Braun, qui est une scierie dans le Grand Est, elle a une sous-unité qui permet de faire des pellets à partir de ces déchets de scierie. Vous condensez cette sciure dans ces petits granulés, et ces petits granulés, ça crache le feu. C'est vraiment très efficace.
beaucoup plus efficace que le bois bûche. Et notamment, vous avez des poêles ou des chaufferies qui sont adaptés à la consommation de ces granules. Vous pouvez incorporer vraiment un timing très précis, le nombre de granules dedans pour maintenir la température qu'il vous faut dans la maison. Donc c'est vraiment bien foutu comme machin. Et ça respecte des normes très précises en termes d'humidité, de polluants, etc. Donc on va dire que c'est le bois de feu nec plus ultra, un peu plus raffiné. Sur la droite, après, voilà, c'est intéressant, vous pouvez certes avoir votre chaufferie individuelle que vous mettez dans le garage, quoi, mais vous pouvez avoir des chaufferies qui sont industrielles. Donc ça existe, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises de la filière utilisent leurs déchets pour se chauffer, pour faire des économies d'énergie. Donc là, vous avez plutôt des chaufferies de taille industrielle, vous avez aussi des chaufferies communales, des chaufferies qu'on dit collectives, qui vont chauffer un ensemble de bâtiments. Donc quand vous allez dans des communes dans le Grand Est, ça va chauffer les écoles, la mairie, et quelques bâtiments autour, quoi. Donc il y a un petit réseau de chaleur qui s'instaure dans la commune, et c'est à base de bois. Et enfin, je vous en ai parlé, mais ça c'est pas encore vraiment d'actualité, mais l'idée des biocarburants qui peuvent être liquides ou gazeux. Typiquement, le projet sur lequel j'ai travaillé, c'était pour faire de l'hydrogène, donc de l'hydrogène pour produire de l'électricité ou pour foutre dans des voitures à gaz. Voilà, typiquement, le bois est un bon prétendant à la formation à la création de production de biocarburants. Avant de passer à la troisième partie, j'espère que déjà vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec la biomasse qui n'a pas trait à l'alimentaire. J'ai l'impression qu'on a parlé plusieurs fois de bioraffinerie dans notre présentation sans vraiment définir ce que c'était. Du coup, je sais pas si c'est clair pour vous. Alors, si c'est clair, vous mettez tous les pouces en l'air. Si c'est pas clair, vous faites rien. Donc, c'est clair? Non, c'est pas clair, bioraffinerie. Ah, si c'est clair, bioraffinerie? Bon. Ouais, il y a une personne pour qui c'est clair. Bon, alors, petite définition de bioraffinerie. L'idée de bioraffinerie, en fait, ça se base sur la même idée que la raffinerie de pétrole. Une raffinerie de pétrole, on a du pétrole brut qui arrive et on va avoir plusieurs usines qui vont extraire les molécules d'intérêt qui les intéressent dedans. À chaque fois, on a un produit qui rentre, on en sort quelque chose, on a un coproduit qui sort, on va faire une nouvelle opération et ainsi de suite, on sort les molécules d'intérêt ou les éléments qui nous intéressent dedans. Dans l'idée de bioraffinerie qu'on voyait dans les diapos de Valentin, c'est cette même idée d'avoir une biomasse qui rentre, une première entreprise extrait une partie et ainsi de suite, on extrait les différentes parties qui nous intéressent dans la biomasse. Donc ça colle plutôt à l'idée du même système de raffinerie qu'on peut avoir, raffinerie portuaire par exemple, pour le pétrole. Voilà, c'était juste un petit intermède de définition. La troisième partie qu'on vous propose, c'est de voir quelles sont les notions qui se cachent derrière la bioéconomie. On vous a dit ce que c'est, on vous a dit pourquoi est-ce que les pouvoirs publics s'intéressent vraiment à cette notion, on vous a montré des exemples, mais maintenant quelles sont un peu les idées stimulantes qu'il y a derrière la notion de bioéconomie. Je vous en parlais tout à l'heure, et là je vous en parlais aussi avec la notion de bioraffinerie, il y a l'idée de l'usage en cascade de la biomasse. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent, c'est se dire que voilà, on a une biomasse, on va avoir une première valorisation, souvent qui sera à forte valeur ajoutée. Donc, par exemple, on va extraire une petite molécule d'intérêt. Par exemple, si on prend le lin, on va prendre dans la graine de lin, on va trouver la petite molécule super pour une crème de jour. Puis, on va avoir un deuxième usage de la paille de lin pour faire des vêtements. Avec la fibre, et ainsi de suite. Ça va être une valeur ajoutée un peu moins forte que pour la crème de jour. Puis un troisième usage avec une valeur ajoutée un peu moins forte, ainsi de suite. Et l'idée, c'est que ce n'est que à la fin qu'on va avoir une valorisation énergétique. Dans l'idée où finalement, en fait, avec une valorisation énergétique, on crame la biomasse, quoi. Donc, on peut plus rien en tirer après, on a des cendres, donc ou bien indigesta. Mais voilà, si on passe de la biomasse à l'énergie directement, ce qui est possible, on n'utilise pas forcément tout le potentiel de la biomasse. Alors que là, l'idée, c'est d'extraire le plus de valeur ajoutée de la biomasse avant de la détruire. Et c'est ce que je vous disais, évidemment, il y a des fois des filières où il y a juste pas de cascade, on a
un truc bien linéaire. C'était les exemples de valorisation en énergie. On a notre bois, on le met dans la chaudière. Ok, bon bah là il n'y a pas vraiment de cascade. Ou bien on a notre double culture ou notre culture intermédiaire à vocation énergétique et on la met dans le méthaniseur. Bon, voilà, pas vraiment de cascade. On a des petites cascades où on va avoir deux valorisations suivantes, et puis on a des choses super bien rodées où là il y a des grandes cascades avec toute une valorisation de la biomasse à différents niveaux. Après, l'idée c'est pas d'avoir toujours la plus grande cascade. Selon le type de biomasse, on peut pas forcément avoir une grande cascade, mais c'est se poser la question, quand j'ai une biomasse et que je cherche à la valoriser, qu'est-ce que je peux vraiment en tirer, quelle est la valeur ajoutée quelles sont les différentes valeurs ajoutées finalement des produits que je peux tirer de cette biomasse. Et le carbone dans tout ça, Valentin? Alors moi, je vais un peu en plus compléter ce que vient de dire Lucie. Alors Lucie vous présente la notion de cascade d'usage des produits, d'accord. Vous êtes en BTF gestion forestière, donc j'en profite. Vous savez que cette notion-là, elle est un peu plus compliquée aussi dans le cas de la forêt, puisque par exemple, un usage à faible valeur ajoutée comme du bois d'industrie, il y a aussi un usage de cascade dans le temps pour la forêt. Vous savez que quand vous plantez, il va falloir attendre un petit moment avant que le bois que vous allez faire en éclaircive soit rentable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le vendre en BIBE, pour l'industrie, pour l'énergie, et il va falloir attendre encore plus longtemps pour récolter le bois de forte valeur ajoutée qui est le bois d'œuvre, d'accord. Donc voilà, votre chaîne, vous allez attendre 100 ans pour votre chaîne, j'ai un chiffre comme ça. Et vous savez aussi, là où c'est encore plus compliqué, c'est que même vous avez des usages en cascade pour un seul arbre. C'est-à-dire le bois d'œuvre, ça va être la grume, mais après vous avez des branches de gros diamètre, vous avez du menu bois. Ça va partir en bois industrie, vous n'allez pas le valoriser en bois d'œuvre. Vous avez encore un usage en cascade pour un arbre tout seul. Et alors si vous montez à l'échelle de la parcelle, si vous achetez la parcelle sur pied, voilà, c'est le bazar, hein, il va falloir répartir les bois comme il faut. Alors quand c'est du façonné, c'est un peu plus simple. Mais quand vous êtes en bois sur pied, il y a encore un usage en cascade juste sur une parcelle, quoi. Donc vous voyez que cette notion qui peut sembler simple sur le papier, si vous la transcrivez en cas réel, ça peut faire des nœuds au cerveau très rapidement, quoi. Et derrière, vous rajoutez la notion de carbone. Alors du coup, Lucie, je sais pas, il y a peut-être une petite animation pour le carbone. Yes, voilà, c'est ça. Alors, le carbone, on en parle aussi énormément. C'est un des gros enjeux de la bioéconomie. On va y revenir après. En forêt, c'est assez bien illustré. Enfin, c'est-à-dire, on attend beaucoup de la forêt pour des histoires de changement climatique et de carbone. Vous savez qu'un arbre, il grandit comment? Il fait de la photosynthèse. Et la photosynthèse, ça capture du carbone. D'accord. Ça, je vous apprends rien du tout. Ce qui fait que on a un effet qui se met en place qui s'appelle l'effet séquestration. D'accord. Donc le carbone est séquestré au sein de la biomasse et c'est un des leviers forestiers qu'on peut actionner pour lutter contre le changement climatique. D'accord. Il y en a un autre qui est l'effet substitution. Peut-être je vous en parle un peu vite fait après. Mais bon, si on reste sur cette idée de séquestration, l'arbre grandit et quand il est mature, il a stocké quand même pas mal de carbone. Après, on va finir par le couper. Alors, à partir du moment où on va le couper, qu'on va commencer cette cascade d'usage, là, on a entre guillemets libéré virtuellement le carbone. C'est-à-dire l'arbre, il est là. Si on le laisse couper par terre en forêt, il va se décomposer, tout le carbone va repartir dans l'atmosphère, il y en a un peu qui va rester dans le sol, mais ça repart, d'accord. C'est typiquement le problème des incendies. Quand vous avez une forêt qui brûle, tout le carbone est libéré, et c'est d'un point de vue comptabilité carbone, c'est très mauvais. Donc comment on fait pour essayer d'éviter ce relargage de carbone? Eh ben, on va le stocker dans les différents usages qu'on a. Donc votre bois d'œuvre qui devient une charpente, qui rentre dans une maison, le carbone ne bouge plus. D'accord. Donc là, vous avez immobilisé le carbone dans un produit qui sera renouvelé peut-être dans 20, 30, 50 ans, ça dépend du produit. D'accord. La table, vous n'allez pas la garder à vie éternelle, mais il est stocké pour une durée quand même conséquente. D'accord. Bon, pour certains usages, le papier, les palettes, les panneaux particules, peut-être que la durée de vie va être moins longue. Pour le bois énergie, c'est encore plus court. Alors là, vous brûlez direct, le carbone, il est relâché, c'est l'équivalent d'un incendie. D'accord. Et donc là, vous voyez encore que c'est compliqué. C'est-à-dire, selon le produit que vous envisagez, la séquestration du carbone, elle est moins évidente. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Mais en quoi c'est intéressant d'utiliser la biomasse avec ces histoires de carbone, c'est qu'une fois que vous avez consommé votre biomasse, qui a stocké le carbone, vous replantez derrière. Si vous replantez pas derrière, là, on va avoir un problème. Mais si vous replantez, vous avez un cycle qui s'enclenche, un peu comme sur la diapositive que vous avez là. Donc, dans le cas de la forêt, c'est des cycles qui sont plutôt longs, mais
un arbre mature récolté est remplacé par un arbre jeune qui va récupérer le carbone qu'on a consommé en coupant son prédécesseur. D'accord? C'est un peu l'idée que vous avez derrière de cycle. Là, par contre, ce qui est illustré dans ces slides, c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, l'homme vit dans un temps qui est plutôt court. Voilà, votre papier va pas vivre 100 ans comme un chêne, d'accord? Il va avoir une durée de vie bien plus courte. Néanmoins, on suppose que, en fait, l'idée c'est quoi? C'est quand vous démarrez ce cycle-là, vous avez une dette carbone. Vous avez coupé un arbre, vous avez fait des produits, mais ces produits n'ont pas la même durée de vie que la plantation en elle-même. Mais une fois que un autre cycle d'arbres est fait, c'est bon, la dette est payée. Donc une fois que vous avez enclenché ce cycle, il n'y a plus de dette. Je sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai dit. C'est pas si évident que ça à comprendre. En plus de ça, donc ça c'est vraiment tout l'aspect séquestration, d'accord? En plus de ça, vous avez ce qu'on appelle un effet substitution. Si j'utilise du bois à la place d'autres choses, typiquement à la place de plastique et de pétrole, j'économise encore plus de carbone. C'est-à-dire si je me chauffe au bois et pas au pétrole, parce qu'il y a des chaufferies de pétrole qui existent, j'utilise pas d'énergie fossile et c'est du carbone qui est économisé, parce que le carbone fossile, vous savez que ça met des millions d'années à se former, on n'est pas du tout sur les mêmes cycles que pour la biomasse. Donc vous avez ces deux effets-là qui vont se cumuler au cours du temps, effet séquestration, effet substitution, et c'est un peu sur ça que va se baser notre bioéconomie. C'est un peu pareil avec le monde agricole, hein, c'est-à-dire en utilisant des produits agricoles à la place de produits pétrochimiques, on évite d'utiliser des matières fossiles et donc on va économiser en comptabilité du carbone par effet substitution. D'accord? Donc gardez un peu ces deux effets en tête. C'est pas très facile à comprendre parce que ça entraîne vraiment des temps très longs qui nous sont pas familiers, parce que nous on vit vraiment au jour le jour, on vit voilà à tout péter. Enfin, on est vraiment dans temps très court en fait dans nos sociétés, alors que la biomasse, dans le cas de la forêt, sur un temps plus long. Et, bon, l'agriculture vous avez d'année en année, mais vraiment pour la forêt, c'est dans un temps qui est plus long, qui est plus difficile à comprendre. Voilà. Voilà, et dernière notion, alors on complique encore plus les choses. Donc pareil, Lucie vous a parlé de filière, Lucie vous a parlé d'usage en cascade, tout ça c'est très linéaire. Donc j'ai commencé à casser un peu le linéaire avec ces histoires de temps, de parcelles, d'usages différents des différentes parties de l'arbre, etc. Donc vous voyez que c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est pas si linéaire que ça. Et si vous prenez une filière, donc on va plutôt utiliser le terme de secteur, c'est un peu plus approprié. Si vous prenez un secteur qui est comme le secteur forêt-bois, donc là vous avez un joli schéma qui est fait par l'ENSTIB, donc que vous connaissez sans doute, hein, l'école du bois d'Épinal. Vous voyez que c'est pas du tout linéaire en fait. C'est-à-dire on part d'une forêt, la forêt donne différents bois qui sont valorisés en différentes entreprises. Donc le bois d'œuvre va dans la scierie, le bois industrie part directement pour la production de panneaux, la production de papier, etc. Et chacun appelle les autres. C'est-à-dire les déchets de la scierie vont être réutilisés pour des panneaux de particules, pour du papier, pour de la chaufferie. Et l'usage final, vraiment quand on peut plus rien faire avec la biomasse, là on va faire de l'énergie en le brûlant, mais on va pas brûler du bois d'œuvre, ça vous le savez en BTS dans tous les cas, gestion forestière. Donc là vous voyez que linéaire, moi j'ai du mal à avoir du linéaire. Là ce qu'on voit plutôt c'est un écosystème d'entreprise où les entrées de l'une sont peut-être les sorties de l'une sont peut-être les entrées d'une autre, etc. Et tout le monde agit en synergie, ce qui mène la dernière notion qu'on voulait vous illustrer avec Lucille. Voilà, qui est là c'est très schématisé, mais une entreprise, vous savez, il y a des hommes derrière, c'est des gens qui font tourner ces boîtes-là. Et donc il y a vraiment tout un autre niveau de relations qui va être les relations de travail, relations de confiance. Le gestionnaire forestier, il travaille avec l'exploitant forestier qui connaît bien, qui est du coin, qui connaît bien les partiels et qui les abîme pas. En même temps, le gestionnaire forestier, il vend ses bois aux scieries du coin, il a des contrats d'approvisionnement avec, dans le cas de l'ONF des fois. Les gens se connaissent, tu peux m'arranger ce coup-là. Dès qu'il y a une tempête, tout le monde se mobilise, on s'organise entre nous. C'est tout un réseau d'acteurs, mais vraiment au sens réseau social d'acteurs, qui se surimpose à ce schéma d'entreprise déjà un peu compliqué. Tout ça, c'est la bioéconomie. La bioéconomie, sans les hommes qui la font tourner, ça marche pas. Et c'est avant tout un projet de territoire qui cherche à faire vivre les territoires. Donc voilà, ça c'est vraiment la dernière notion d'acteur qu'on voulait vous illustrer avec Lucie. Maintenant, dernière partie, je vois qu'on a un petit peu d'avance, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions, etc. Nous on prend notre temps, mais on aime bien parler, mais n'hésitez pas à nous interrompre. Cette dernière partie, voilà, on va essayer de prendre du recul, donc on vous a montré un peu les différents usages de la biomasse qui justifiaient qu'on pouvait baser une économie sur la biomasse, d'accord. On vous a montré un peu les notions qu'il y a derrière, qui sont un peu plus compliquées que les notions très techno-industrielles, pétrochimiques. Donc voilà, on répète encore, hein, mais cascade, circularité, écosystème,
également d'entreprises et réseaux d'acteurs. Maintenant, on va vraiment prendre du recul et regarder tout ce qui est enjeu, vraiment les gros enjeux de la biomasse. D'accord ? Dans tout ce qu'on vous a montré, il y a quand même plusieurs pôles qui sont intéressants, mais c'est des pôles qui sont classiques dans la modélisation de filière. Bioéconomie, il faut d'abord produire la biomasse, d'accord ? Après, il faut la mobiliser et on va finir par la transformer puis la consommer, d'accord ? Donc dans cette première partie de production, mobilisation de biomasse, il y a énormément de questions qui vont émerger. Donc d'un point de vue environnementaux, agronomique, économique, territoire. Agronomie, on met la forêt dedans, mais bon voilà, je pense que vous êtes habitués. Hein, les forestiers sont des fois mangés par l'agriculture. Et en fait voilà, on va se focaliser sur cette partie production mobilisation. On va essayer de vous illustrer ça dans le cas de l'agriculture et de la forêt, selon ces 4 notions. D'accord ? On part là-dessus. Si on commence par l'agriculture. Donc déjà, on s'est focalisé, comme le disait Valentin, vraiment sur production et mobilisation, parce que c'est aussi là que nous, on se pose à cette échelle-là, qu'on se pose, nous, les questions, enfin en tout cas moi. Donc, je vais tout vous afficher, ça sera plus simple. À l'échelle de... Voilà, c'est un peu pour vous illustrer le type de questions que peut poser finalement le fait de mettre en place la bioéconomie, enfin des filières de la bioéconomie sur des territoires. Par exemple, à l'échelle de l'environnement, ok, on se dit, faut produire de la biomasse, faut même produire plus de biomasse parce qu'il faut produire de la biomasse à des fins alimentaires et non alimentaires, je parle de biomasse agricole. Donc, ça veut dire que potentiellement, on va exporter plus de carbone en dehors des parcelles parce que on essaie de produire plus de biomasse et en plus, on l'exporte. On ne la restitue pas forcément autant sur la parcelle. Pour vous donner un exemple concret, c'est l'idée de ok, d'habitude, j'exporte une paille sur 3 de mes blés. Là, je vais peut-être exporter 2 de mes pailles. Du coup, je restitue une paille en moins. Et donc là, la question qui peut se poser, c'est quel impact sur la fertilité des sols. De la même manière, en interculture, au lieu de laisser mon interculture, je vais l'exporter. Quel impact sur la fertilité des sols. Donc ça, voilà, c'est des types de travaux qu'il faut mener pour savoir si la bioéconomie, elle répond vraiment, et le fait de produire plus de biomasse permet vraiment de répondre aux enjeux initiaux que l'on cherche en promouvant la bioéconomie, à savoir produire de la biomasse, produire des produits pour notre usage quotidien, mais qui respectent l'environnement. Donc la fertilité des sols, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres sur la dimension environnementale. Produire de la biomasse pour les filières de la bioéconomie, c'est aussi potentiellement produire de nouvelles cultures agricoles qui, d'habitude, ne sont pas présentes au sein des rotations. Donc, ça veut dire modifier les rotations des agriculteurs. Et là, se pose la question de, mais ces cultures, des fois, elles sont un peu nouvelles, elles sont un peu innovantes. Donc, quel est l'itinéraire technique ? Les agriculteurs, ils peuvent dire, ok, ouais, tu me proposes un débouché, mais moi, comment est-ce que je produis cette culture ? Quel impact ça va avoir sur le rendement de ma culture qui est après, parce que peut-être que je vais pas pouvoir semer ma culture au même moment parce que j'ai une culture nouvelle qui est juste avant. Qu'est-ce que ça va générer en termes de salissement de ma parcelle ? Est-ce que du coup j'ai une nouvelle culture dans mon assolement ? Est-ce que ça va pas favoriser les kénopodes, les chardons ou ce genre de choses ? Donc voilà, ça pose plein de questions pour l'agriculteur et son conseiller. À l'échelle, sur les aspects économiques, ça pose également des questions parce que du coup, on va modifier les rotations. Donc, potentiellement, on va aussi un peu changer l'équilibre économique de l'atelier grande culture ou au moins peut-être même de la ferme. On va également proposer des nouveaux prix, mais dans ces cas, on va proposer des nouveaux débouchés à l'agriculteur et se pose alors la question de mais à quel prix on valorise cette biomasse, sachant que des fois c'est des biomasses un peu nouvelles où on n'a pas un marché super structuré, où on sait avec un index exactement à quel prix on valorise notre biomasse. Donc ça pose des questions de quel est l'impact économique de la production de ces cultures agricoles pour un usage alimentaire ou non alimentaire, quel est l'impact économique pour les fermes et comment va aussi se répartir la valeur ajoutée dans les filières, dans les secteurs qui sont créés avec la promotion de la bioéconomie. Enfin, un dernier aspect, à chaque fois, là, c'est vraiment que des exemples de questions qu'on peut se poser. Il y a plein d'autres questions, mais c'est pour illustrer un peu et vous dire, mettre en place la bioéconomie, c'est pas forcément juste on met en place une filière, c'est bon.
vu qu'on essaie de promouvoir la bioéconomie aussi pour des raisons environnementales, agronomiques, économiques et territoriales, il y a d'autres questions à se poser derrière. Donc le dernier point que j'avais à vous présenter là, c'était sur le territoire. Donc en fait, les filières de la bioéconomie, c'est des projets qui vont venir s'implanter sur un territoire ou se développer sur un territoire. Et donc, on parlait d'écosystème et de jeux d'acteurs tout à l'heure. Ben voilà, le projet qui va être porté, il peut modifier certaines composantes du territoire et il peut apporter une nouvelle dynamique. Et du coup, là, se pose plein de questions de la relation entre les acteurs, de qu'est-ce qui fait qu'on va accepter un projet sur un territoire, comment est-ce que le projet va être accueilli sur le territoire, qu'est-ce que le territoire a gagné de ce projet, donc quel est le gain pour le territoire, et puis pour le porteur de projet, comment est-ce que lui il peut ancrer son projet au sein du territoire de telle sorte à ce qu'il dure dans le temps. Le terme d'ancrage territorial est très important, en tout cas pour moi en bioéconomie, c'est l'idée de promouvoir des filières de la bioéconomie qui soient ancrées sur le territoire, c'est-à-dire qui participent, qui contribuent au développement des ressources humaines, économiques, environnementales du territoire, et qui en même temps, plutôt sur le long terme, va tirer elle-même la filière, le projet va tirer des opportunités, de la compétitivité du territoire. C'est en particulier le cas quand on rencontre une difficulté dans un projet. Le fait d'avoir investi du temps pour entrer en relation avec les autres acteurs du territoire qui peuvent a priori ne pas être en lien direct avec notre projet, peut être une source d'opportunité et d'innovation, parce que quand on bloque, on a des gens vers qui se tourner qui vont dire « Ah mais moi ça je peux te le valoriser, ah ben super, voilà un nouveau débouché, paf, on peut continuer ». Voilà, c'est vraiment cette notion d'ancrage qui peut être une source de compétitivité, d'innovation et qui est très importante pour le développement de la bioéconomie. Donc voilà un peu un grand panel de questions qu'on peut se poser, et en particulier qu'on s'est posé dans le projet que je gère depuis 2015. Oui, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que dit Lucille. Enfin, ce qu'on vous a présenté avant, tout le monde est conscient que la bioéconomie, c'est une bonne idée, en fait. C'est-à-dire se rendre moins dépendant des énergies fossiles, promouvoir des secteurs économiques locaux, etc. Tout ça, tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée, mais en fait, c'est très compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup d'effets secondaires ou de rétroactions qu'on n'envisage pas sur le papier à la base, et une fois qu'on a mis le projet en place, on se rend compte que ça marche pas. Et on est dans des sociétés très complexes aujourd'hui. On n'est plus à l'époque de Napoléon, où Napoléon il dit hop, on plante une forêt dans les Landes et hop, la forêt des Landes apparaît. D'accord, on n'est plus du tout là-dedans. Et ça pose, on est vraiment un peu dans un jeu d'échecs pour ceux qui jouent un peu aux échecs. Peut-être que là, déplacer votre fou en telle case, c'est une bonne idée, mais il faut prévoir 2, 3, 4, 5 coups peut-être à l'avance, parce que ça peut vous faire perdre la partie et perdre votre pièce, quoi. Donc c'est un peu l'idée qu'on a derrière. Donc là, moi, voilà, Lucie vous a présenté plutôt les grandes questions agricoles. Bon, les questions forestières, vous êtes peut-être un peu plus au courant de ce qui se passe. Bon, je me permets de répéter. Alors, j'espère que je vous apprends quand même quelque chose en forêt. D'un point de vue environnemental, alors la question de fertilité des sols que Lucille a, on commence un peu à se la poser, notamment avec l'avènement du bois énergie. On se dit, si on laisse plus les branches en forêt, est-ce que nos sols vont rester fertiles? Parce qu'en forêt, on a quand même un peu cette fierté de n'avoir jamais on n'a pas besoin de rajouter des fertilisants comme en agriculture. C'est un peu notre fierté quand même. On dit, nous, on fait du durable depuis toujours parce que finalement nos sols sont toujours fertiles aujourd'hui, alors qu'en agriculture vous êtes obligé de balancer des produits chimiques pour rendre vos sols fertiles. Ça c'est un peu une fierté qu'on a, mais on y revient un petit peu, on se rend compte que c'est pas si facile que ça à comprendre. Mais d'un point de vue environnemental, voilà, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est surtout le changement climatique qui mobilise les enjeux aujourd'hui dans le secteur forêt-bois. Pourquoi? Parce que on demande énormément à la forêt, en fait, le secteur forestier, on lui demande énormément dans la lutte contre le changement climatique et dans l'adaptation face au changement climatique, donc à travers les effets de séquestration, de substitution dont je vous ai parlé. Mais en même temps, c'est une forêt qui va subir aussi le changement climatique. Il fait plus chaud, il y a plus de sécheresse. Vous allez, voilà, augmentation de l'occurrence des incendies, ça aussi ça a été prouvé. Augmentation aussi de développement des insectes xylophages. Donc là vous avez la crise des scolytes qui nous a touché il n'y a pas si longtemps que ça et qui est vraiment en lien avec le changement climatique aussi. Et on peut même encore tirer plus loin, changement climatique apparemment
Apparemment, il y a un lien entre le changement climatique et Covid-19 notamment, et donc crise économique, problème dans le secteur forestier, voilà. Il y a vraiment beaucoup, enfin, la forêt déguste pas mal à cause du changement climatique, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez d'autres préoccupations qui sont plus en lien avec la manière dont on maintient notre sylviculture. Donc, je reste dans le cadre environnement, mais ça fait ma transition avec la partie sylviculture. Il y a un peu des conflits d'usage, c'est-à-dire, ok, on nous demande de mobiliser beaucoup de biomasse pour lutter contre le changement climatique, parce que biomasse égale carbone, etc. C'est ce que je vous expliquais avant. Mais en même temps, couper le bois, faire des coupes rases, c'est de moins en moins accepté. Et notamment, c'est de moins en moins accepté parce que on assimile coupe intensive de bois avec perte de biodiversité et perte de services écosystémiques. Alors, normalement, vous connaissez ce terme, je peux peut-être redétailler un petit peu, mais un service écosystémique, c'est tous les services non marchands qui vont pas être valorisés de façon monétaire, qui sont prodigués indirectement par la forêt. Dans les Vosges, un service écosystémique classique, c'est la purification de l'eau. La forêt a une fonction de purification de l'eau qu'on n'arrive pas à comptabiliser de façon monétaire. Et si vous faites des coupes rases partout, il n'y a plus de purification de l'eau. Vous allez dans les Alpes, la forêt a une fonction, rend un service qui est la lutte contre les glissements de terrain, la lutte contre les éboulements. Si vous coupez toute la forêt, c'est mort. Enfin, je veux dire, ça protège plus du tout et vos maisons, elles se prennent des boulets qui tombent de la montagne, quoi, grosso modo. Et un dernier exemple, vite fait pour vous illustrer ça, si vous allez du coup du côté des Landes, vous êtes en bord de mer, la forêt de bord de mer est publique, et l'ONF a pour mission de maintenir cette forêt en place pour empêcher l'avancée des dunes et le retour en fait de cette sorte de désert marécageux qu'on avait dans les Landes avant que Napoléon plante sa forêt des Landes. D'accord. Donc voilà, il y a un peu cette balance à faire. Donc comment on fait pour mobiliser davantage de biomasse tout en conservant la biodiversité et les services écosystémiques qui sont attachés à la forêt? C'est pas évident. Et ça crée aussi plein de questions autour du renouvellement de la ressource forestière, de sa biodiversité, de ses services. La gestion forestière, elle se veut durable. Durable, ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui, on aimerait aussi le léguer à nos enfants derrière, et donc il faut renouveler la forêt qu'on a aujourd'hui une fois qu'on l'a exploitée. Et ça, c'est des questions qui sont pas si évidentes que ça quand on demande de récolter à donf la forêt. Maintenant, si je passe sur l'aspect sylviculture. Donc je vous l'ai dit, la forêt subit aujourd'hui énormément les crises liées au changement climatique et ça remet totalement en cause les méthodes de sylviculture qu'on a, qui sont héritées finalement des méthodes de nos ancêtres. On a beaucoup de forestiers qui nous parlent et qui nous disent je sais plus comment faire en fait, parce que ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris en gestion forestière, aujourd'hui, ça ne s'applique plus. Avant, on me disait de planter des épicéas. Aujourd'hui, non, surtout pas. Ne faites surtout plus d'épicéas aujourd'hui. Surtout pas en plaine, s'il vous plaît. Parce que il y a des crises qui apparaissent qui n'étaient pas là avant, qui sont surprenantes et qui remettent en cause énormément de choses. Aujourd'hui, du coup, moi, quand j'étais en école forestière, on nous a dit texto, votre métier de gestionnaire forestier, ça risque surtout d'être gestionnaire de crise. Ce qui caractérise notre époque, c'est les crises successives. Que vous soyez dans l'Est avec les histoires de tempêtes et de scolytes, que vous soyez dans le Sud avec l'histoire d'incendies. Enfin, vous avez des crises un peu partout qui émergent en forêt et on se pose juste la question, c'est que ça va être quoi la prochaine et par quoi elle va se caractériser. Donc vraiment, grosse remise en question, mais en même temps, voilà, on bâtit aussi sur l'acquis, c'est-à-dire on va pas jeter toutes les méthodes de gestion forestière qu'on a jusqu'à présent, mais ça pose beaucoup de questions, ça entraîne beaucoup de travaux de recherche pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne notre écosystème forestier et comment il réagit aussi face aux crises liées au changement climatique. L'aspect économique, ça, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, vous savez que la filière forêt-bois française, c'est la deuxième filière la plus déficitaire de France, derrière la filière pétrolière, donc ça en dit long. Pourtant, c'est une filière qui prodigue plus d'emplois que le secteur automobile en France. Il y a incompatibilité, c'est bizarre quand même comme constat. Rajoutez à ça les impacts des crises, rajoutez à ça le problème du commerce international qui va baisser les prix. Aujourd'hui, voilà, les gens qui ont beaucoup de facilité à acheter le bois français, c'est des gens qui le vendent à l'international, dans des containers. Vous rajoutez tout ça sur des problèmes de rentabilité qui sont structurels et inhérents au secteur forêt-bois. Comment on fait pour développer cette filière? Parce que là, la bioéconomie forestière, c'est une bonne idée. Ça implique de développer le secteur forêt-bois, mais comment on fait pour développer quelque chose qui a du mal déjà à tourner, qui a des difficultés à tourner? Et comment rendre cette production forestière profitable? Comment ajouter de la valeur ajoutée, comment augmenter, la valeur ajoutée du produit bois qui n'en a pas forcément toujours, donc bois industrie, bois énergie en particulier.
Et enfin, dernier enjeu de territoire. Donc là, j'ai mis des hommes et des arbres en référence à un projet d'innovation de territoire qui est dans le Grand Est et qui est assez connu dans le Grand Est. Voilà, derrière, c'est comment on fait accepter nos projets par le territoire, mais ça revient à peu près à la même question que Lucie, là, finalement. Quel va être le gain pour le territoire? Comment on va ancrer ce projet territorial et le faire durer? Voilà, il y a un peu ce débat aussi qu'on a aujourd'hui en bioéconomie, mais qui est toujours pas tranché entre est-ce que c'est préférable d'avoir une bioéconomie qui est localisée ou d'avoir une bioéconomie qui est mondialisée. Question ouverte. Avec Lucille, on a un peu cette conviction que l'économie localisée va profiter aux acteurs de la bioéconomie, qui sont les acteurs locaux. Mais le débat reste encore ouvert et ça pose énormément de questions. Comment on fait accepter ce projet par les acteurs économiques, par les pouvoirs publics, par le grand public? Ça, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui et qui, des fois, freinent un peu la mise en place de projets de bioéconomie sur les territoires. On vous a illustré donc nos 4 enjeux. Alors voilà, Lucille a rajouté des petites cases avec 3 petits points. En fait, là, c'est nos 4 enjeux qui ressortent de nos analyses à nous, mais en fait, si ça se trouve, dans 10 ans, il y aura d'autres enjeux qui vont émerger, et là, actuellement, il peut y en avoir d'autres. La leçon qu'on a derrière, c'est que vous voyez, il y a un mélange quand même entre environnement, entre économie, entre sociologie avec le territoire et entre technique sylvicole et agronome pur, qui appelle à décloisonner les secteurs, décloisonner les filières de la bioéconomie pour travailler ensemble. Et c'est peut-être la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de faire travailler des gens qui, a priori, n'ont pas forcément travaillé ensemble avant. On met des gens autour de la table qui se connaissent pas et qui pourtant sont des mêmes thématiques. Et c'est un petit peu, voilà, cette dernière image qu'on voulait vous donner, c'est décloisonner, intéressez-vous à autre chose que votre domaine de spécialité. C'est très enrichissant et en même temps, c'est ce qui fait tourner les projets et c'est ce qui assure leur réussite. Conclusion. Dans bioéconomie, on veut vous laisser avec 3 messages, d'accord? La bioéconomie, c'est à la croisée de 3 notions. La première notion, c'est l'innovation. Tous les projets de bioéconomie qu'on a aujourd'hui sont innovants, que ce soit d'un point de vue très technique, comme on vous l'a montré avec l'histoire de bioraffinerie, mais innovants aussi dans des histoires d'organisation, en fait, parce que les réseaux d'acteurs, les organisations entre entreprises, ça, c'est innovant. On n'est plus cloisonné dans son coin tout seul à faire son business. On va interagir avec toute une filière, tout un secteur et tout un écosystème. D'accord? Je grossis le trait, mais c'est un peu l'idée qu'on veut donner. Deuxième notion, ça va être la notion de complexité. Donc on vous a parlé. Alors déjà une filière, c'est pas si facile à assimiler. Les usages en cascade, ça rajoute de la complexité. L'écosystème d'entreprise et d'acteurs, ça rajoute encore plus de complexité. Donc vous voyez que ces projets sont fondamentalement complexes. Et le dernier message qu'on veut vous retenir, c'est que c'est vraiment au cœur des enjeux de développement durable, avec les fameux 3 piliers du développement durable qui sont des enjeux économiques, des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. Je reviens pas plus sur les détails qu'on a donnés avant, mais voilà, c'est les 3 messages qu'on aimerait que vous reteniez de notre intervention. Merci. Moi, si je peux juste faire un complément dans ce que il nous semblait vraiment important aussi de transmettre, c'est que la bioéconomie, c'est plus une philosophie d'une certaine manière. Enfin, souvent, on parle du secteur de la bioéconomie, mais en fait, c'est une manière de revoir l'économie de notre pays, de l'Europe, etc. Enfin, donc c'est vraiment cette idée d'avoir une économie qui est basée sur la valorisation de la biomasse. Donc c'est quand on dit les filières de la bioéconomie, des fois ça peut porter à confusion. On peut penser que c'est comme une filière forestière, une filière agricole. Non, en fait, ça peut tout englober, quoi. Ça peut englober l'ensemble de notre économie. D'où aussi l'importance d'innovation, de complexité et enjeux du développement durable. Voilà. C'était juste un dernier petit apport. Michel, c'est à vous. Oui, je voudrais vraiment vous remercier et je voudrais qu'on a très grande qualité, à mon avis, avant qu'on passe aux questions. Est-ce qu'il y a une part plus importante qui part dans l'alimentaire ou dans le non alimentaire? Tu parles, du coup, est-ce que il y a plus de biomasse qui part pour de l'alimentaire ou du non alimentaire? C'est ça la question. Le dernier graphique que j'ai vu, je crois que c'était à l'échelle européenne, la consommation de biomasse et comment elle se répartissait. Et le non alimentaire représentait un tout petit peu plus que l'alimentaire. Valentin, si je me trompe, n'hésite pas. Mais après, enfin,
ça dépend vraiment des cultures parce que si on compte le bois dedans, ça paraît logique. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on met dans la biomasse? Et la question à l'échelle de la biomasse agricole, en fait, j'ai pas la réponse pour tout dire. Ce que je sais, c'est que il y a évidemment beaucoup qui part en alimentaire et il y a aussi beaucoup qui part dans les circuits classiques des coopératives et qui pour autant vont pas être valorisés en alimentaire. C'est le cas de l'usage en chimie ou dans les agrocarburants où on va avoir un usage de biomasse agricole mais qui va pas être alimentaire. Pourtant, l'agriculteur il a livré à la COP. Donc, en fait, il y a beaucoup de filières, on va dire, non alimentaires cachées par la structuration de la logistique agricole. Je sais pas, Valentin, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, la question en fait est, je pense, plus facile à répondre filière par filière. Parce qu'en fait, chaque filière a sa propre comptabilité de sa propre biomasse. Donc pour la filière forêt-bois, typiquement, sans surprise, le non alimentaire gagne sur l'alimentaire. Mais pour la filière agricole, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que si tu parles d'agriculture pure, tu vas aussi mettre le bétail dedans. Le bétail, c'est pas, enfin, tu vas avoir le cuir, les fourrures, éventuellement la laine pour le mouton, mais il y a quand même une grosse partie qui est alimentaire dans le bétail. Donc c'est pas si évident que ça à mettre en avant. Et comme le dit Lucille, il y a beaucoup de choses cachées, typiquement en filière forêt-bois. Tu vois, le bois de chauffage, on a encore du mal à estimer c'est combien de millions de mètres cubes par an, etc. C'est pas si évident, c'est que des approximations. Donc ça, en fait, pour rebondir un peu sur ce que dit Lucille, ta question soulève un autre problème qu'on a de manière générale avec la biomasse, c'est le problème de traçabilité. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à savoir ce mètre cube de bois, cette parcelle-là, qu'est-ce qu'elle devient après. Ça, c'est des choses qui sont pas si évidentes. Dans des cas très précis, on y arrive, mais à une échelle nationale et encore plus à une échelle européenne, c'est le bazar. On a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Sachant en plus que si ta question, en plus, elle cible une échelle particulière. Peut-être à l'échelle d'une commune, on va savoir exactement ce qui se passe. À l'échelle nationale, c'est peut-être moins vrai. Alors là, à l'échelle européenne, c'est très compliqué puisque selon les pays, tous les pays n'ont pas la même productivité en termes de fertilité des sols, etc. Ne cultivent pas les mêmes choses. Donc c'est un peu plus complexe. Voilà, ça demande peut-être à être précisé et à être analysé au cas par cas, je pense. La question, c'est sur le développement du secteur des bioraffineries et le développement des biocarburants. En bioéconomie, en fait, on distingue un peu deux modèles de bioraffineries. Les bioraffineries qui seraient un peu à l'exemple des bioraffineries, des raffineries portuaires, donc qui font venir de la biomasse un peu de partout dans le monde, et les bioraffineries plus territoriales qui vont utiliser la biomasse qui est locale. Dans les deux cas, il y en a déjà des exemples sur les territoires. Par exemple, on a à côté de Reims, on a une bioraffinerie qui est un peu le fer de lance de la bioéconomie, de la bioraffinerie il y a un pôle de compétitivité qui est le pôle industrie et agro-ressources qui mise beaucoup sur cette bioraffinerie. Donc c'est un exemple de réalisation. En même temps, c'est l'exemple nickel, quoi. C'est chimie, haute valeur ajoutée, R&D au top, etc. Après, l'idée, c'est que les filières de la bioéconomie, elles vont des fois se baser sur ce qu'on va appeler des toutes petites bioraffineries. En fait, il y aura juste deux usages en cascade. Enfin, il faut pas toujours s'imaginer le super matériel et le lieu extraordinaire. La bioéconomie, ce que je vous disais à la toute fin, c'est que c'est une manière de penser, une manière d'approcher l'économie, la relation entre les acteurs, la valorisation de la biomasse et le produit. Donc, de ce fait, c'est des choses qui peuvent être simples aussi, en fait, la bioéconomie. On part pas toujours sur la bioraffinerie au top. Ça peut être Monsieur Dupont qui valorise de la biomasse qui lui est fournie par Monsieur Durand, quoi. Enfin voilà, c'est pas forcément ça. Et pour la question des biocarburants, du coup, par exemple, à la bioraffinerie qui est à côté de Reims, il y a de l'usage de produits agricoles pour faire des agrocarburants. Ils ont également des travaux pour les agrocarburants de deuxième et voire troisième génération. En fait, l'idée des agrocarburants, donc ça c'est quelque chose qui existe déjà et on en a même à la pompe. Hein. Enfin, aujourd'hui, il y a une part d'agrocarburants dans nos carburants. En fait, les carburants,
agrocarburants de première génération, c'est à partir de molécules qui sont très simples à transformer en carburant. Et puis on passe à la deuxième et à la troisième génération, si je me trompe pas, c'est que vas-y Valentin, alors tu auras peut-être une meilleure définition. Comme l'a dit Lucie, le bioraffinerie, c'est un peu comme la bioéconomie, c'est une sorte de philosophie en fait. Une bioraffinerie, ça peut être juste un process. Si la question portait vraiment sur les bioraffineries qui sont des grosses installations industrielles, Lucie l'a très bien répondu, c'est surtout celle de Reims qui est emblématique. En effet, ça peut être de très petite taille. En fait, si vous regardez la définition de bioraffinerie qu'on vous a donnée, une papeterie, c'est une bioraffinerie. Ça transforme de la biomasse en un produit à une plus haute valeur ajoutée. Donc en fait, les papeteries, mais en fait, vous pouvez remonter même plus loin. C'est-à-dire, enfin, un petit méthaniseur dans une ferme, c'est aussi une petite bioraffinerie. Si vous remontez plus loin, la production de bière dans l'Antiquité, c'est aussi une sorte de bioraffinerie, puisque vous transformez de la biomasse en un produit qui a une plus grande valeur ajoutée qui est la bière. D'accord? Donc voilà, si c'est vraiment la question des installations industrielles, il faut vraiment regarder Reims. Il y en a d'autres en fait qui ont été mises en place, donc typiquement, mais en fait l'exemple que je vais vous donner, ça illustre aussi le fait que on a du mal à mettre en place ces grosses installations en France. Il y a pas mal d'inertie en fait dans l'installation. L'exemple que je vais vous donner, c'est celle de la centrale de la Med. Alors c'est dans le sud, à côté de Marseille. Total a eu l'idée de convertir une usine pétrochimique de bien pétrole en une bioraffinerie. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée de Total. Dans le plan d'approvisionnement en biomasse de Total, pour produire du biocarburant, il y a une part très importante d'importation d'huile de palme pour la production d'agrocarburants, donc huile de palme de Malaisie et d'Indonésie notamment. Et ça a fait un gros scandale. Voilà. Donc en gros, vous avez beaucoup d'agriculteurs du coin qui se sont un peu rebellés en disant mais nous on a notre colza, pourquoi vous n'utilisez pas notre colza pour faire votre biocarburant? Il y a bien entendu toutes les associations environnementales et ONG qui ont levé les boucliers. Bilan des courses, l'affaire est allée à l'Assemblée et au Parlement et il y a un amendement à une loi d'avantages fiscaux qui a été mis en place. En fait, la loi permettait à Total d'avoir des avantages fiscaux sur sa production d'agrocarburants en utilisant de l'huile de palme, puisque l'huile de palme était considérée par la loi comme un produit, comme de la biomasse en fait, donc une biomasse potable, utilisable pour faire du biocarburant et donc pouvait donner un avantage fiscal à Total. Et à cause de cette affaire-là, il y a eu l'amendement qui a exclu l'huile de palme de ces avantages fiscaux. Finalement, la centrale de la Med, elle sera jamais rentable à cause de ça. Parce que tous les millions économisés par Total en avantages fiscaux ne sont plus là. Bilan des courses, la production de biocarburant par cette centrale ne sera jamais rentable. Et là, vous voyez que Total a mal joué son coup parce que elle a avancé son pion sur l'échiquier et puis elle s'est pris un gros retour de flamme dans la foulée et elle a perdu son pion. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'inertie, c'est que beaucoup de projets ont vu le jour et se sont cassés la gueule après. Enfin, si je caricature. Vous avez aussi dans le même exemple Gardanne, j'aime bien les exemples, je suis désolé. C'est une centrale de biomasse qui est aussi dans le sud, qui elle faisait de la chaleur et de l'électricité en brûlant la biomasse, et qui aujourd'hui met la clé sous la porte pour des problèmes assez similaires. En fait, les gens pensaient que la centrale allait déforester la forêt méditerranéenne parce qu'elle était trop grosse. Grosse pression sociale, gros problème. Les associations environnementales ont traîné Gardanne devant les tribunaux, etc. Alors que l'État avait signé le papier, c'est ok, vous faites ce que vous voulez. J'accélère l'histoire quand même, mais bon, la centrale met aussi la clé sous la porte. Donc vous voyez que c'est très compliqué aujourd'hui de mettre en place ce genre de projet. Voilà. Donc ça, c'est pour la question des bioraffineries, grosses installations industrielles. Vous voyez que les petites installations de bioraffineries, méthaniseurs, papeteries, etc., c'est plus facile à mettre en place, entre guillemets. Je vois Lucie qui... Un méthaniseur, je te laisserai peut-être en parler, Jessie. Donc voilà pour la question installation. Pour la question biocarburant, en fait, on fait la distinction entre essentiellement première et deuxième génération. Troisième génération, c'est un raffinement qui est peut-être très marginal aujourd'hui, voilà. Première génération, c'était la première idée de biocarburant. Et si on utilisait du blé, de la betterave ou des trucs comme ça pour faire du biocarburant, ça marche très bien parce qu'en fait les sucres qu'on peut extraire de ces cultures-là sont des sucres simples, donc c'est très facile à traiter, c'est très facile de faire du biocarburant. Le problème, c'est que si vous utilisez ces cultures-là pour faire du fuel et pas pour faire à manger, il y a un problème. C'est-à-dire, en gros, il y a une compétition entre les différents usages de cette biomasse-là, qui était à usage alimentaire à la base.
Donc on est à vite écarter cette solution-là qui en fait est pas viable parce que il y a une concurrence forte en termes d'usage. Par contre, le deuxième génération est plus prometteur parce qu'on cherche à valoriser les déchets de ces cultures-là. Donc, typiquement, vous prenez des rizières en Asie, vous prenez le riz, et à la fin il reste ce qu'on appelle voilà la tige en fait du riz. Cette tige-là, c'est de la manière lignocellulosique qu'on peut valoriser en biocarburant et qui n'apporte pas énormément des fois, enfin selon les cas, n'apporte pas énormément en fertilité des sols. C'est plus ça qu'on appelle deuxième génération. Ouais. Ces déchets, enfin, ou coproduits, c'est là où c'est particulièrement important, c'est que, par exemple, on va utiliser la paille. La paille, c'est pas un déchet. Enfin, c'est pas parce que l'agriculteur il a récolté son grain de blé que la paille est un déchet. La paille a une fonction très importante dans la fertilité du sol et peut aussi être exportée pour un usage en alimentaire animal. Du coup, voilà, c'est l'idée de on va pas chercher le sucre le plus facilement accessible, on va chercher un sucre qu'on va devoir un peu plus craquer et donc dans une biomasse enfin, ça va nécessiter plus de traitements chimiques, mais c'est pas quelque chose qui est directement alimentaire. Et dans tous les exemples qu'a donné Valentin, ce qu'on peut vraiment entendre, et c'est la même chose avec la méthanisation, c'est l'importance du poids de l'acceptation sociale. Et que dans les projets de bioéconomie, parce qu'on touche à la biomasse en fait, et que en tant que citoyen, on a un avis assez fort, je pense, sur l'alimentaire, le non alimentaire. En fait, tous les projets doivent prendre en compte cette dimension de quelle va être la réaction et comment est-ce que j'anticipe justement ces réactions, comment je rentre en concertation avec les acteurs du territoire pour que mon projet y voit vraiment le jour. Moi, dans mes travaux, dans le projet que je mène depuis 5 ans, ce qui ressort vraiment, c'est que la mise en place des projets de bioéconomie sur un territoire, des filières de bioéconomie sur un territoire, ça repose sur vraiment 2 choses par rapport aux porteurs de projets. C'est certes la composante technique du projet. Est-ce qu'il a bien calibré son projet, son approvisionnement, la taille de son unité de transformation, etc. Ok, le côté technique. Mais surtout, le côté relation humaine avec les autres, la prise en compte des considérations des autres acteurs. Et ce côté humain fait beaucoup dans la réussite d'un projet. Et ça, je pense qu'en fait, c'est vrai à tout projet. Mais c'est que souvent, on a tendance à se focaliser sur le technique parce que c'est ça qui est amusant. Ok, ça va être stimulant intellectuellement. Et on se dit, bon, un tel et un tel, j'irai les rencontrer après. En fait, non, parce que c'est super important. Et c'est là qu'on a vraiment la réussite d'un projet. Voilà, ça reprend un peu ce qu'on a dit. Et donc, ces exemples, c'est ce qui ressort de nouveau, l'importance de la relation humaine et du coup, de l'acceptation territoriale des projets. Quelle est l'utilisation des écorces dans la bioéconomie? Alors, je suis pas chimiste de formation, j'aurais tendance à dire que oui, en fait, tous ces projets de valorisation chimique, souvent, c'est porté sur des produits qu'on brûle. L'écorce, les scieries, les brûlent pour faire autre chose, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a une valorisation. Alors après, est-ce que c'est plus intéressant que des copeaux de bois, des nœuds ou des choses comme ça? Je suis pas sûr, puisqu'il me semble quand même que c'est dans les nœuds et dans ces déchets un peu de bois type sciure et copeaux qu'on retrouve la plus grande concentration des molécules qui nous intéressent, typiquement cellulose, hémicellulose, lignine. C'est ces molécules-là qui sont très intéressantes. Pas dit que dans l'écorce, il y en ait plus. Enfin, je pense que si c'est moins utilisé, c'est qu'il y a des histoires de concentration en molécules qui sont différentes, je pense. Mais je dis ça avec des pincettes parce qu'encore une fois, c'est pas mon cœur non plus de métier. Et j'aimerais Francis Collin, qui viendra vous présenter Extraforest, pourra répondre plus précisément à cette question-là. Merci. C'était pertinent en fait de développer ce qui était la bioéconomie au niveau de la biomasse forestière dans ce contexte de crise en fait, actuel qu'on connaît. C'est une très bonne question. En fait, c'est la question, est-ce que c'est compatible de développer cette filière en temps de crise, alors que c'est déjà compliqué de gérer les crises? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'on manque de recul encore pour répondre à cette question, parce que les crises, elles arrivent. Alors voilà, on peut parler de la tempête de 99, mais bon, les crises du changement climatique, c'est pas encore prouvé vis-à-vis des tempêtes. Mais bon, voilà, tout ce qui est sécheresse et incendie, typiquement, et insectes ravageurs, c'est plus récent que ça. Alors, je vais donner quelques billes. Je pense pas avoir la réponse universelle à cette question, mais je vais quand même donner quelques billes dans l'idée. Développer une filière, il n'y a pas qu'une idée de grossir, de rendre un peu plus costaud d'un point de vue économique. Développer une filière, ça peut aussi passer par mieux organiser le secteur, d'accord? Meilleure organisation,
a priori, ça semble plutôt intéressant pour gérer des crises. Typiquement, il y a une tempête qui tombe, il faut que tout le monde, voilà, alors la tempête Klaus qui a tapé la forêt des Landes, c'était 2009. Typiquement, comme la filière est très bien organisée, très bien structurée dans les Landes, ça a été super bien géré, c'est-à-dire les bois par terre ont été mobilisés très rapidement, les trains sont partis en Allemagne pour être sciés, contrairement à la crise de 99 avec le hêtre en Lorraine, ça a été plutôt bien géré, parce qu'il y avait une organisation qui était préexistante. Donc si tu développes la filière et le secteur et que tu permets aux acteurs de mieux s'organiser entre eux, ça peut être bénéfique. Alors maintenant je pivote un peu sur une autre notion. Si tu prends par exemple le cas des sécheresses et des incendies, donc c'est des risques qui arrivent, qui sont assez récurrents ces derniers temps. En fait, là, j'ai une collègue au laboratoire qui travaille sur comment optimiser, comment trouver des stratégies en fait pour prévenir ces crises-là ou limiter les impacts pour le propriétaire, que ce soit l'ONF ou le propriétaire privé. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent ressortir. Une méthode qui est intéressante, c'est de diminuer les rotations. Donc typiquement une rotation de 60 ans au lieu de 80 ans pour du Douglas ou des choses comme ça, en fait c'est pas mal parce que ça fait 20 ans d'écart où tu n'as plus de risque puisque tu as déjà récolté ton arbre. Donc quelque part c'est 20 ans de risque en moins. Finalement, développer une filière, mobiliser plus la biomasse, une des stratégies c'est de raccourcir les rotations, c'est cohérent avec la lutte contre les crises. Une autre façon de faire, développer le secteur, ça peut être aussi développer les méthodes de sylviculture, réfléchir un peu à d'autres choses pour certes maximiser la production, mais aussi minimiser le risque, parce que tu peux essayer de maximiser la production, mais si tu perds tout dans un incendie, tous tes efforts sont réduits à néant. Et il y a des stratégies qui peuvent être intéressantes, donc diminuer la densité notamment, ça aide à lutter contre la sécheresse un peu. Donc le principe est simple, hein, tu as moins d'arbres sur la parcelle, donc tu as moins d'arbres à donner à boire. C'est ça l'idée. Tu as aussi le fait de mélanger des essences. Ça, c'est des techniques. Bon, voilà, vous êtes en gestion forestière, donc il y a un peu ce débat régulier et irrégulier que vous avez sans doute entendu avant. Il y a le ProSylva qui existe, etc. C'est quand même l'irrégulier et le ProSylva, c'est des méthodes raffinées de sylviculture qui sont arrivées un peu, si tu me permets. Et ça peut être mis en place dans un développement de filière. Tu vois, voilà, de dire, moi je passe sur de l'irrégulier, je vais mélanger des essences aussi. Est-ce que je vais trouver les scieurs? Est-ce que le secteur va répondre à ce mode de sylviculture-là? Et est-ce que ça va être capable? Est-ce que je vais réussir à vendre mes bois? C'est un peu des fois la question qu'on se pose. Est-ce que je vais trouver les travailleurs qui sont ok pour faire des prix dans mes travaux forestiers, etc. Ça peut permettre aussi de lutter contre les crises. Et ça contribue aussi à un développement de filière. Donc voilà quelques billes. Je pense quand même le gros message, c'est qu'on manque quand même beaucoup de recul encore sur ces questions-là. Donc c'est encore difficile de trouver une réponse vraiment universelle et bien à cette question. Mais c'est une question très pertinente. Mais ouais, je rajouterais donc pas sur l'exemple Civilcom, mais sur plus largement, enfin ce qu'on a dit en conclusion, c'était bioéconomie, c'est à croiser de l'innovation et du développement durable, etc. Et en fait, c'est que justement par rapport en tout cas pour l'agriculture, par rapport aux crises auxquelles on sait que l'agriculture fait face ou va très prochainement faire face, les grandes questions qui se posent, la bioéconomie, si elle est bien réfléchie avec les questions qu'on vous présentait, un peu les enjeux de fertilité du sol, d'émissions de gaz à effet de serre, etc., de fertilisation, tout ça, ça peut justement permettre de trouver un autre chemin qui permet d'éviter un peu ces grandes crises, quoi. Donc voilà, c'est justement l'innovation, elle peut être au travers de la bioéconomie, peut être un moyen de pas se retrouver au pied du mur. Ouais, c'est très juste. Enfin, je rebondis sur ce qu'a dit Lucie. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de recherches et d'innovations qui sont faites dans ces secteurs-là, hein, parce que, alors, avec cette difficulté qui est plus propre à la forêt, que la forêt dans le temps long. Donc, c'est sûr, quand tu plantes un arbre, il faut te dire, ok, est-ce que dans 60 ans, il est encore là, quoi. Ça complique beaucoup les choses dans le secteur forestier. Tu vois, les recherches, on commence à avoir des résultats sur les parcelles expérimentales qu'on a plantées il y a 60 ans, quoi. Et c'était les premières placettes expérimentales. Donc on commence à avoir des résultats sur est-ce que mélanger ces essences, ça favorise tel paramètre, etc. Et bon, il nous faut encore 100 ans d'expérience pour avoir vraiment toutes les billes.
c'est très compliqué. C'est des questions qui sont très compliquées à résoudre. Et le temps long existe aussi en agriculture. Oui, Petit scoop, non, mais bien sûr. Mais en effet on va pas avoir les mêmes questions parce qu'on a des campagnes annuelles et du coup on a des cultures qui sont annuelles. Sauf que l'outil de travail, lui, le sol, il est sur le temps long et donc tous les impacts qu'on a sur le sol, sur la biodiversité et tout ça, on le regarde pas annuellement. Il y a pas mal de choses au contraire qu'il faut regarder à l'échelle d'un système de culture, donc par exemple 4-5 ans, donc ça vous paraît pas grand-chose, mais souvent à l'échelle du système de culture, on voit des premières tendances, mais il faut plusieurs systèmes de culture à la suite, donc plusieurs rotations pour réussir à répondre vraiment à nos questions. Donc de nouveau, on utilise aussi des modèles, on utilise tout ça, ce que vous pouvez aussi utiliser en forêt. Donc, voilà, c'était le petit moment ouverture. Du coup, la valorisation du coup de la biomasse, ça pourrait entraîner une modification de la gestion, parce qu'au niveau des extractibles, etc., si on veut prélever plutôt tel ou tel produit, parce que ça peut entraîner des modifications de gestion et de sylviculture assez conséquentes par rapport à ce que vous connaissez déjà maintenant. C'est très pertinent. Alors, en fait, c'est d'autant plus pertinent vis-à-vis des nouveaux usages qu'on envisage pour la biomasse forestière. Donc, typiquement, si un jour on arrive à valoriser, on est en train de faire la recherche dessus, mais si on arrive à valoriser du bois en molécules chimiques qui coûtent une blinde ou en bioénergie type hydrogène, etc., ça va forcément avoir un impact. Parce que du bois, avant qu'on mettait au chauffage pour un prix dérisoire, maintenant ça vaut une fortune. Donc forcément ça va avoir un impact et tu peux éventuellement envisager des travers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le sylviculteur cherche à tirer le plus gros profit de sa parcelle, il va essayer de faire du bois d'œuvre. Vraiment, c'est son truc. Après, voilà, il y a des cas particuliers. Hein. Vous êtes en Méditerranée, le bois d'œuvre, on en reparlera. Mais typiquement, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Si un jour le bois énergie vaut plus cher que le bois d'œuvre, ça va changer pas mal de choses. On sera dans des taillis très courte rotation. On va envisager d'autres types de sylviculture. Et c'est vrai que cette sylviculture un peu noble, qu'on a du chêne, du hêtre sur le long terme, du beau bois d'œuvre, peut-être va évoluer. Ouais. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Après, bien malin qui peut prédire le futur. C'est très compliqué parce que bon, il va falloir attendre encore beaucoup d'années avant que des cas de figure comme ça arrivent, parce qu'il faut d'abord que le process soit validé, que la bioraffinerie s'installe, qu'il y ait des gens qui acceptent socialement qu'on vende ce bois-là aux bioraffineries, enfin tout ce qu'on vous a dit avec Lucie et Lavande, d'acceptation sociale et de faisabilité technique et économique, ça on n'y est pas encore. Mais en effet, si tu cherches à prévoir quelques cours en avance, c'est un scénario qu'il faut envisager. Oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'on va conclure cette session en remerciant tous les acteurs, Claude Roura, Lucille Godard, Valentin Mathieu, et puis vous tous à Mirecourt,